Dans cette société, on t'a appris que être gentil était quelque chose de si beau, si noble, presque sacré. On t'a répété que la bonté attirait la bonté, que le karma te rendrait au centuple, que les portes du paradis s'ouvriraient pour les cœurs purs et que, au final, les gentils finiraient par triompher. Mensonge consolateur, illusion douceâtre vendue aux faibles pour qu'ils restent dociles, utiles et exploitables. Cette promesse, on te l'a murmurée dès l'enfance, incrustée dans tes réflexes, gravée dans ta conscience avant même que tu aies eu le temps de t'interroger sur sa véracité. Tes parents te l'ont transmise, parce qu'on la leur avait transmise. L'école l'a renforcée. Les films, les chansons, les sermons dominicaux, les contes pour enfants. Partout, le même refrain. Sois bon, et le monde te le rendra. Patience, humilité, sacrifice, et la lumière finira par triompher. Mais pose-toi une question simple, une question que la plupart des gens évitent, avec une habileté qui trahit leur peur de la réponse. Combien d'hommes vraiment bons as-tu vu prospérer sans avoir, à un moment ou à un autre, su être dur, calculateur, stratégique? Combien de fois as-tu regardé quelqu'un de fondamentalement gentil, de sincèrement altruiste, se faire dépouiller de son énergie, de son temps, de ses ambitions, de sa dignité, par des individus qui n'avaient aucun de ces scrupules? Et combien de fois as-tu détourné les yeux? Parce que regarder cette réalité en face aurait exigé de remettre en question tout ce qu'on t'a enseigné à croire sur la nature humaine et le fonctionnement du monde. Le conditionnement est profond. Il ne s'est pas installé en une nuit. Il s'est construit couche par couche, année par année, renforcé à chaque fois que tu recevais une approbation sociale pour avoir été gentil, à chaque fois qu'on te félicitait pour ton sacrifice, à chaque fois qu'une figure d'autorité te regardait avec fierté parce que tu avais cédé, pardonné, renoncé. Le sourire approbateur de l'adulte est la première drogue de l'enfant. Et comme toute drogue, il crée une dépendance. Tu as appris très tôt que ta valeur était liée à ta capacité à satisfaire les attentes des autres, que ton existence était légitime dans la mesure où elle était utile, douce, inoffensive. Cette croyance ne t'a pas quitté. Elle gouverne encore tes décisions, tes silences, tes renoncements. Regarde autour de toi, vraiment. Pas avec les yeux de celui qu'on a conditionné à espérer, mais avec les yeux de celui qui observe sans filtre moral préalable. Qui monte, qui possède, qui décide, qui fixe les termes des relations, des contrats, des hiérarchies. Ce ne sont pas les plus gentils. Ce ne sont pas ceux qui ont le mieux pardonné, le plus donné, le plus attendu dans la foi, que le cosmos tiendrait ses promesses implicites. Ce sont ceux qui ont compris, souvent jeunes, souvent dans la douleur ou dans le cynisme froid, que le monde ne fonctionne pas selon les règles qu'on nous a enseignées dans les livres pour enfants et les homélies du dimanche. Ils ont arrêté d'espérer une justice cosmique. Ils ont commencé à jouer, et pendant que tu attendais ta récompense, ils accumulaient en silence avec méthode, sans culpabilité. Cette vidéo n'est pas une invitation au nihilisme. Ce n'est pas un manifeste de la cruauté gratuite. C'est une autopsie. L'autopsie d'une illusion qu'on t'a implantée et qui depuis des années te coûte exactement ce qu'elle prétendait te faire gagner. Le respect des autres, la maîtrise de ta vie et la force tranquille de celui qui sait exactement ce qu'il est et ce qu'il veut. La gentillesse naïve n'est pas une vertu, c'est une faiblesse déguisée en moralité. Celui qui donne sans calcul, qui pardonne par réflexe, qui attend une récompense cosmique ou sociale, se place volontairement dans la position de la proie. Il croit que le monde est juste, que les actes positifs génèrent automatiquement des retours positifs, que l'au-delà compensera les humiliations terrestres, pathétiques. Cette illusion du karma positif ou du paradis après la mort n'est qu'un opium pour ceux qui n'ont pas le courage d'affronter la réalité brute. Le monde ne récompense pas la bonté, il récompense la force, la ruse et l'adaptabilité. Remarque comment ce conditionnement opère avec une précision chirurgicale. On ne te dit pas directement d'être faible. On habille la faiblesse d'un manteau glorieux. On appelle vertu ce qui est en réalité de l'évitement. On appelle pardon ce qui est souvent de la lâcheté incapable d'affronter le conflit nécessaire. On appelle générosité ce qui est parfois une tentative désespérée d'acheter l'amour ou l'approbation d'autrui. Et tu avales parce que l'étiquette est belle, parce qu'on t'a appris à aimer l'étiquette plus que la réalité qu'elle recouvre. Parce que remettre en question l'étiquette t'exposerait à la désapprobation sociale et que tu as été conditionné à redouter cette désapprobation plus que n'importe quel autre échec réel.
Le gentil naïf vit dans une fiction structurée. Il s'est bâti une cosmologie intérieure, où les comptes sont tenus quelque part dans l'univers, où chaque sacrifice sera remboursé avec intérêt, où le ciel ou le cosmos ou l'histoire garde une mémoire fidèle de ses actes bons et prépare silencieusement sa récompense. Cette fiction lui permet de supporter les humiliations sans exploser, les trahisons sans se venger, les injustices sans se révolter. Elle est fonctionnelle en un sens. Elle maintient la cohésion psychologique d'un individu soumis à des conditions qu'il ne peut pas ou ne veut pas changer. Mais elle est fausse. Et sa fausseté a un coût réel, mesurable, souvent dévastateur, que l'individu ne calcule jamais, parce que son conditionnement lui interdit de poser les bonnes questions. Prenons un exemple concret, banal, que tu reconnaîtras immédiatement parce qu'il se reproduit dans chaque bureau, chaque famille, chaque groupe social, l'homme qui dit toujours oui. Celui qu'on appelle quand on a besoin d'un service, d'une faveur, d'un sacrifice de temps ou d'énergie. Celui qui ne refuse jamais, parce qu'il a peur de décevoir, parce qu'il a intériorisé que sa valeur était dans son utilité. Il donne encore. Il donne jusqu'à l'épuisement. Et que reçoit-il en retour? Pas du respect, du mépris voilé. On l'apprécie comme on apprécie un outil fiable. On le compte parmi les acquis. On ne lui demande pas son avis sur les décisions importantes parce qu'on sait qu'il ne dira rien. On ne lui fait pas peur parce qu'il n'y a rien à craindre de lui. Et le jour où il ose poser une limite, le jour où il dit non pour la première fois, on le regarde avec une surprise indignée qui trahit exactement la relation réelle. Il était censé servir et il vient de défaillir à sa fonction. Les gentils naïfs deviennent des outils. On les utilise pour leur fiabilité, leur loyauté gratuite, leur refus de trahir. Puis on les jette quand ils ne servent plus, ou on les piétine sans remords. Leur bienveillance n'est souvent que de la peur travestie. Peur du conflit, peur d'être mal vu, peur de la solitude. Ils végètent dans l'attente passive d'une justice qui n'arrive jamais. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que leur vertu même les rend plus vulnérables, pas moins. Plus tu es prévisible dans ta bonté, plus tu es facile à exploiter. Plus tu refuses le conflit, plus tu rends le conflit inévitable et asymétrique, parce que l'autre comprend qu'il n'y aura pas de résistance de ton côté. La douceur sans limite n'apaise pas les prédateurs. Elle les invite, elle les rassure, elle leur indique que le territoire est ouvert et sans défense. Jung l'avait compris avec une profondeur que la plupart de ses lecteurs contemporains n'ont pas eu le courage d'explorer jusqu'au bout. Mais commençons par une critique honnête. Jung lui-même vivait dans des contradictions notoires. Il a trahi Freud, son mentor, avec une brutalité intellectuelle qu'il a ensuite rationalisée en termes de nécessité de l'individuation. Il a eu des liaisons avec ses patientes, dont la célèbre Sabina Spielrein, qu'il a ensuite abandonnée avec une froideur clinique. Il a tenu des propos ambigus pendant la montée du nazisme, des propos qu'il n'a jamais pleinement assumés. En d'autres termes, Jung ne vivait pas selon la morale de la gentillesse naïve. Il vivait selon les impératifs de sa propre nature, de ses propres désirs, de sa propre volonté de puissance intellectuelle et personnelle. Et c'est précisément cet homme-là, cet homme qui connaissait son ombre de l'intérieur parce qu'il l'avait habité, qui a produit la théorie la plus profonde sur la psychologie humaine du XXe siècle. Sa thèse est implacable. L'individu qui refoule sa propre obscurité, qui nie sa capacité à la cruauté, à la colère, à la manipulation, à l'ambition froide, ne devient pas plus lumineux. Il devient plus dangereux pour lui-même et paradoxalement plus manipulable par les autres. L'ombre refoulée ne disparaît pas. Elle agit depuis les souterrains de l'inconscient, sabote les décisions consciemment prises, attire exactement les prédateurs qu'on cherchait à fuir, projette sur autrui les qualités qu'on refuse de reconnaître en soi. Le gentil compulsif est souvent quelqu'un dont l'ombre est colossale et dont la lumière de surface n'est qu'une façade qui dissimule une violence intérieure non intégrée, une rage contenue qui finit par s'exprimer de manière oblique, la manipulation passive, le martyre exhibé, la culpabilisation silencieuse, la plainte chronique. Il n'a pas choisi la bonté. Il l'a subie comme une contrainte qu'il a appris à habiller en identité. L'individuation jungienne, le processus par lequel un homme devient réellement lui-même, n'est pas un chemin vers plus de douceur. C'est un chemin vers plus d'intégration, ce qui inclut l'intégration de tout ce qui est dur, sombre, agressif et ambitieux en soi. L'homme individualisé n'est pas gentil au sens naïf, il est complet. Et la complétude
inclut la capacité à être impitoyable quand la situation l'exige, sans que cette impitoyabilité le détruise de l'intérieur, parce qu'elle est consciente, choisie, proportionnée, et non le produit du nombre incontrôlé. Observe maintenant les hommes qui calculent, ceux qui mentent quand c'est utile, qui trahissent sans état d'âme, qui saisissent le pouvoir sans attendre la permission morale de qui que ce soit. Ils évoluent plus vite, ils montent, ils possèdent. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une observation empirique que quiconque regarde honnêtement le monde ne peut pas réfuter. L'histoire n'est pas écrite par les plus doux, elle est écrite par ceux qui ont su vouloir avec une intensité que la morale ordinaire ne peut pas contenir, et qui ont eu l'intelligence de savoir quand montrer cette intensité et quand la dissimuler derrière une façade de modération. Machiavel l'a exposé sans fard dans Le Prince, et la critique honnête de Machiavel est précisément là où se révèle la force de sa pensée. Ses détracteurs l'ont accusé d'immoralité, de cynisme, de perversion de la philosophie politique. Mais ses détracteurs oublient un point fondamental. Machiavel n'inventait rien. Il décrivait, il regardait les princes de son temps, les Borgia, les Sforza, les papes eux-mêmes, et il notait avec une précision d'entomologiste comment le pouvoir fonctionnait réellement, sous les discours vertueux et les justifications religieuses. César Borgia, que Machiavel cite explicitement comme modèle dans plusieurs passages, était un homme d'une cruauté méthodique et d'une intelligence politique redoutable. Il a massacré ses ennemis, trahi ses alliés quand c'était nécessaire, utilisé la religion de son père comme outil de légitimation politique et s'est imposé dans une Italie morcelée et violente avec une efficacité que ses contemporains plus vertueux ne pouvaient pas égaler. Et Machiavel dit en substance, voilà un homme qui comprenait la nature du jeu. Pas un monstre, un joueur compétent dans un monde où les règles réelles ne sont pas celles qu'on affiche publiquement. Ce que Machiavel enseigne, c'est que le dirigeant efficace doit être à la fois lion et renard. Lion pour briser ce que la force peut briser, renard pour déjouer les pièges que la force seule ne voit pas. Il doit paraître vertueux, généreux, pieux, clément, parce que ses apparences sont des outils politiques de premier ordre. Mais il doit agir selon les nécessités du moment, sans hésitation, sans culpabilité paralysante, sans la rigidité morale de celui qui a confondu la règle avec la réalité. La critique qu'on peut faire à Machiavel, et elle est légitime, c'est qu'il sous-estime la puissance de la réputation à long terme. La trahison répétée finit par isoler. La cruauté visible finit par unifier les ennemis contre soi. César Borgia lui-même a fini par tout perdre quand la mort de son père Alexandre VI l'a privé de son principal levier de pouvoir. Mais cette critique ne invalide pas le diagnostic. Elle l'affine. La stratégie sombre fonctionne, mais elle requiert une intelligence de la mesure et du timing que les amateurs n'ont pas. Hobbes, dans Léviathan, va plus loin encore dans le diagnostic anthropologique. Dans l'état de nature, dit-il, la vie de l'homme est solitaire, pauvre, brutale et brève. C'est la guerre de tous contre tous. Non pas parce que les hommes sont fondamentalement mauvais, mais parce que la rareté des ressources et l'égalité relative des capacités humaines rendent le conflit structurellement inévitable en l'absence d'une puissance souveraine qui impose l'ordre. La critique classique de Hobbes vient de Locke et Rousseau, qui soutiennent que l'état de nature n'est pas nécessairement guerrier, que l'homme naît bon et que c'est la société qui le corrompt. Rousseau, notamment, a construit toute une philosophie de la bonté naturelle de l'homme. Mais observe ce que Rousseau produit dans la pratique. Ces idées ont été récupérées par Robespierre pour justifier la terreur. L'idéalisme de la bonté naturelle, poussé à sa conclusion politique, finit dans la guillotine. Non parce que Rousseau était mauvais, mais parce que nier la dimension sombre de la nature humaine ne la fait pas disparaître. Elle revient amplifiée, sous forme de violence collective sanctifiée par un idéal. Hobbes, lui, ne se fait pas d'illusions, et sa lucidité, si inconfortable qu'elle soit, produit une pensée politique plus robuste, parce qu'elle est construite sur la réalité de ce que les hommes sont, pas sur la fiction de ce qu'ils devraient être. Platon, par la voix de Thrasymachus dans La République, pose la question avec une franchise que Socrate ne parvient jamais vraiment à démolir sur le fond. La justice n'est-elle pas simplement l'avantage du plus fort? Socrate réfute Thrasymachus sur le plan logique, en montrant que le tyran est en réalité esclave de ses désirs et donc plus malheureux que le juste. C'est une belle réfutation. C'est aussi une réfutation qui exige qu'on accepte une définition très particulière du bonheur.
celle qui fait de la vertu intérieure le seul bien véritable. Mais Thrasymach ne parle pas de bonheur intérieur. Il parle de pouvoir réel, de richesse tangible, de domination effective. Et sur ce terrain-là, les faits historiques lui donnent généralement raison. Alexandre le Grand n'a pas conquis la Perse en étant juste. Jules César n'a pas dominé Rome en respectant scrupuleusement les institutions républicaines. Napoléon n'a pas réécrit la carte de l'Europe en suivant les règles. Ces hommes avaient des qualités réelles, une vision, un courage, une intelligence stratégique. Mais ils avaient aussi une capacité à transgresser les normes morales ordinaires quand leurs objectifs l'exigeaient. Et c'est précisément cette capacité qui les distinguait de leurs contemporains plus vertueux et moins historiquement significatifs. Nietzsche achève le tableau avec une lucidité que ses détracteurs, nombreux, n'ont jamais voulu affronter honnêtement. La critique la plus courante de Nietzsche est qu'il a été mal interprété, récupéré par le nazisme, transformé en idéologie de la domination brutale. C'est vrai qu'il a été mal interprété, mais cette mauvaise interprétation elle-même est instructive. Elle révèle que sa pensée touchait quelque chose de suffisamment puissant pour être armé. Nietzsche ne prônait pas la brutalité, il prônait l'affirmation. Il faisait la distinction entre la volonté de puissance comme création, comme dépassement de soi, comme affirmation de la vie, et la simple domination violente, qui est selon lui une forme de faiblesse réactive plutôt que de force authentique. Mais il affirmait aussi, avec une clarté que ses lecteurs confortables préfèrent atténuer, que la morale des esclaves, née du ressentiment des impuissants, était une force profondément destructrice habillée en vertu. La pitié, disait-il, est une passion qui affaiblit, non parce que la souffrance d'autrui ne mérite pas d'attention, mais parce que la pitié compulsive, celle qui est un réflexe conditionné plutôt qu'un choix conscient, révèle un individu incapable de supporter sa propre force, cherchant dans la souffrance des autres un miroir qui légitime sa propre faiblesse. Cette analyse est cruelle. Elle est aussi, dans de nombreux cas observables, précise. Les illusions de récompense future, qu'elles soient chrétiennes, karmiques ou simplement sociales, ne font que retarder l'affirmation de ce qu'on est vraiment. Elles sont des chaînes dorées, et les plus efficaces sont celles qu'on porte avec le sourire, persuadées qu'elles sont des ornements. Même le stoïcisme, souvent récupéré par les développeurs personnels contemporains pour en faire une philosophie de la sérénité passive, apporte sa pierre sombre quand on le lit dans ses sources primaires avec honnêteté. Épictète, qui était esclave, ne prêchait pas la résignation. Il prêchait la souveraineté intérieure absolue dans un contexte d'oppression extérieure totale. Ce n'est pas de la douceur, c'est de la résistance psychologique radicale. Marc Aurèle, qui était l'homme le plus puissant du monde romain, écrivait ses pensées pour lui-même, pas pour être publié, pas pour être admiré. Il se flagellait intérieurement, s'exigeait une rigueur que ses contemporains ne pouvaient pas imaginer, et gouvernait avec une main de fer doublée d'une discipline de moine. Son stoïcisme n'était pas la gentillesse naïve, c'était la maîtrise de soi au service de l'efficacité. La critique légitime du stoïcisme ici est que cette philosophie peut servir à rationaliser la passivité. Je contrôle ce qui dépend de moi. Le reste m'est indifférent. Peut devenir une excuse pour ne pas agir quand l'action est possible et nécessaire. Mais dans sa version authentique, le stoïcisme n'est pas une invitation à la résignation. C'est une invitation à l'action lucide, débarrassée des illusions qui paralysent. La société a besoin des gentils naïfs. Fonctionnellement, structurellement, économiquement. Elle a besoin de travailleurs fiables, qui ne calculent pas trop, de citoyens obéissants, qui respectent des règles dont ils ne comprennent pas l'origine, ni le bénéficiaire réel, de consommateurs émotionnels, qui achètent par peur de la solitude, par désir d'appartenance, par besoin d'approbation. La propagande de la bonté n'est pas un accident culturel. C'est une ingénierie sociale délibérée, ou du moins une ingénierie sociale qui s'est auto-sélectionnée parce qu'elle était fonctionnellement utile aux structures de pouvoir. Elle produit des individus prévisibles. Et les individus prévisibles sont des individus contrôlables. Ceux qui dirigent réellement ne prêchent pas la bonté naïve à leurs enfants. Ils leur enseignent la lecture des dynamiques de pouvoir, la gestion des alliances, la valeur de la réputation et la manière de la construire délibérément, l'importance de la posture stratégique dans chaque interaction. Ils leur enseignent à sourire en public et à calculer en privé, à être généreux quand la générosité est un investissement,
et avare quand la générosité serait une perte. L'idéologie de la gentillesse est exportée vers le bas de la hiérarchie sociale. Elle y est consommée avec ferveur par ceux qu'elle maintient précisément là où ils sont. Regarde comment les grandes entreprises fonctionnent réellement. En public, des valeurs, une charte éthique, des engagements de responsabilité sociale. En privé, des stratégies de domination de marché, des pratiques fiscales à la limite du légal, des négociations salariales, où l'on exploite systématiquement l'asymétrie d'information au détriment de l'employé qui croit que son employeur veut sincèrement son bien. Les grandes entreprises technologiques affichent des slogans sur le fait de changer le monde et de ne pas faire le mal, pendant qu'elles optimisent leurs algorithmes pour maximiser l'addiction de leurs utilisateurs. Ce n'est pas de l'hypocrisie accidentelle, c'est la structure fondamentale de tout système de pouvoir qui a besoin du consentement de ceux qui l'exploitent. L'ombre jungienne revient ici avec une force particulière. L'individu qui a intégré son ombre, qui a regardé en face sa propre capacité à la cruauté, à l'ambition froide, à la tromperie calculée, sans s'y perdre mais sans la nier, cet individu est autrement plus puissant que le gentil compulsif. Parce qu'il se connaît, parce qu'il sait ce dont il est capable, parce que cette connaissance lui donne un choix réel, là où le gentil naïf n'a qu'un automatisme conditionné. Un homme qui pourrait trahir et choisit de ne pas le faire est un allié précieux. Un homme incapable de trahir est simplement un outil fiable. Il y a une différence abyssale entre les deux, et les gens le sentent, même sans pouvoir l'articuler. Ce monde nous a menti. Être gentil ne fait pas de bien. Il te rend prévisible, exploitable et remplaçable. La société valorise publiquement la bonté naïve pour mieux produire des moutons dociles, pendant que ceux qui comprennent le jeu réel accumulent le pouvoir en silence, avec méthode, sans culpabilité, et souvent avec une patience que les gentils ne soupçonnent même pas. La conclusion n'est pas de devenir un monstre gratuit. La brutalité sans intelligence est aussi une forme de faiblesse. Le prédateur stupide se trahit, se révèle, se détruit lui-même par excès de visibilité et d'impulsivité. La violence gratuite isole. La trahison systématique finit par laisser un homme seul dans une forteresse qu'il ne peut plus quitter, entouré d'ennemis qui n'attendent que sa première faiblesse. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche la puissance durable, et la puissance durable exige une intelligence que la brutalité simple ne peut pas atteindre. Non. La conclusion, c'est de rejeter l'illusion pour embrasser une force lucide, disciplinée, froide dans son diagnostic et précise dans son action. Sois bon seulement quand cela te sert, ou quand tu en fais le choix délibéré et informé. Pose des limites sans remords ni excuses, ni longues explications qui révèlent ton besoin d'être compris et approuvé. Reconnais les manipulateurs avant qu'ils ne te vident et retire-toi sans explication, sans scène, sans la naïveté de croire que tu vas changer qui que ce soit en lui exposant sa propre nature. Cultive une gentillesse stratégique, sélective, distribuée avec parcimonie comme une ressource rare et précieuse, ou abandonne-la complètement dans les contextes où la faiblesse coûte. La rareté de ta bienveillance devient elle-même un instrument de pouvoir. Ce qu'on obtient facilement de toi n'a aucune valeur aux yeux de celui qui le reçoit, même s'il le réclame avec insistance. Ce qu'on doit mériter, ce qu'on attend, ce qu'on ne sait pas s'il viendra, cela pèse. Cela crée une dynamique de désir et d'attention que la générosité automatique ne peut jamais produire. L'homme qui accorde sa confiance, son temps, son énergie, son affection sans discrimination, est un homme que personne ne respecte vraiment, même parmi ceux qui en profitent le plus ouvertement. Le respect naît de la limite, la désirabilité naît de la rareté, la puissance naît du retrait calculé, du silence stratégique, de la capacité à laisser un espace vide que l'autre cherche à combler de ses propres mouvements. Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, documente avec une minutie presque clinique comment les hommes qui ont marqué l'histoire ont manipulé ces dynamiques. La loi de la rareté, la loi du retrait stratégique, la loi de la réputation construite avec soin, chacune de ces lois est une observation empirique sur la manière dont la puissance se construit dans les relations humaines. La critique qu'on adresse à Greene est qu'il rend explicite ce qui devrait rester implicite, qu'il banalise la manipulation en la codifiant. Mais cette critique révèle exactement le problème. On préfère que les mécanismes du pouvoir restent opaques, disponibles seulement pour ceux qui ont la chance d'avoir été éduqués dans des environnements où ils se transmettent implicitement. Rendre ces mécanismes explicites, c'est les démocratiser.
Et c'est ce que font les penseurs que j'ai cités tout au long de cette vidéo. Ils rendent visible ce que les gardiens du statu quo préfèrent garder dans l'ombre. Le véritable pouvoir naît quand tu cesses d'attendre le karma, le paradis ou la reconnaissance sociale. Il naît quand tu intègres ton ombre sans en avoir peur et sans la laisser te gouverner. Il naît quand tu comprends que la bienveillance authentique, celle qui a une valeur réelle et qui est perçue comme telle, n'est pas celle qu'on distribue par peur ou par conditionnement, mais celle qu'on choisit délibérément, en pleine conscience de ce qu'on pourrait faire à la place. Un homme qui pourrait être cruel et choisit de ne pas l'être est un homme que les autres regardent avec un mélange de respect et de précaution que le gentil naïf ne connaîtra jamais. Un homme qui est doux parce qu'il n'a pas d'autre option est simplement inoffensif, et l'inoffensif n'inspire ni crainte, ni respect, ni amour profond. Il inspire de la condescendance, au mieux de l'affection tiède. L'amour lui-même, qu'on t'a présenté comme la récompense ultime de la gentillesse, fonctionne selon ces mêmes lois que les bien-pensants refusent d'admettre. L'individu le plus aimé, le plus désiré, le plus recherché, n'est presque jamais le plus gentil au sens naïf. C'est l'individu le plus entier, le plus complexe, le plus imprévisible dans sa bienveillance et dans sa dureté. L'imprévisibilité, dans une relation comme dans une négociation, est une forme de pouvoir. Celui qu'on ne peut pas entièrement calculer, entièrement posséder, entièrement prévoir, maintient une attraction que la disponibilité totale détruit systématiquement. Les études en psychologie sociale sur l'attachement le confirment. L'attachement le plus intense se forme non pas dans la sécurité totale, mais dans l'alternance entre la disponibilité et le retrait, entre la chaleur et la distance. Ce n'est pas une invitation à la cruauté dans les relations, c'est une invitation à ne jamais te dissoudre entièrement dans l'autre, à garder quelque chose pour toi, à te respecter suffisamment pour ne pas te rendre totalement transparent et totalement prévisible. Arrête d'espérer. Commence à calculer. Arrête de distribuer. Commence à sélectionner. Arrête de subir. Commence à choisir. Arrête de te justifier. Commence à agir. La lumière naïve s'éteint sous le premier hiver réel, sous la première trahison d'envergure, sous la première confrontation, avec quelqu'un qui n'a pas reçu le même conditionnement que toi, et qui exploite ta prévisibilité avec une efficacité qui te laisse sans défense. L'ombre, elle, brûle sans combustible apparent, parce qu'elle puise à une source que la morale d'esclave ne peut pas atteindre et ne comprend même pas. La connaissance brute de ce que tu es, de ce dont tu es capable, et de la décision lucide, froide, définitive, de ne plus jamais laisser cette connaissance être utilisée contre toi par ceux qui l'ont reconnue en toi avant que tu ne l'aies reconnue toi-même. L'individu qui a fait ce travail, qui a regardé son ombre en face, qui a intégré sa capacité à la force sans la laisser dégénérer en brutalité, qui a compris les mécanismes réels du pouvoir sans perdre la capacité à choisir quand et comment les utiliser, cet individu est quelque chose que le monde n'a pas l'habitude de rencontrer. Il n'est pas gentil, il n'est pas cruel, il est libre. Et la liberté réelle, pas la liberté abstraite des discours politiques, mais la liberté concrète de celui qui se connaît et qui choisit, est la seule puissance qui mérite vraiment ce nom. Le monde est une arène. Tu as toujours eu le choix entre y entrer comme joueur ou y demeurer comme pion. La différence n'est pas dans la force brute, elle est dans la lucidité, elle est dans l'acceptation sans anesthésie de ce que le monde est, pas de ce qu'on t'a dit qu'il devrait être. Elle est dans la compréhension que les règles visibles ne sont jamais les règles réelles, que la moralité affichée n'est jamais la moralité opératoire, que le jeu se joue toujours à deux niveaux simultanément, et que seuls ceux qui jouent aux deux niveaux en même temps ont une chance réelle de ne pas être perdants. Elle est dans le moment précis, intime, souvent silencieux, où tu décides, sans retour en arrière, que ta naïveté était un luxe que tu ne peux plus te permettre. Pas parce que le monde ne mérite pas mieux, pas parce que tu as renoncé à toute valeur, mais parce que tu as compris que ta bonté, pour avoir une valeur réelle et produire un effet réel, doit être le produit d'un choix souverain et non d'une peur habillée en vertu. Ce moment, c'est maintenant, et il t'appartient entièrement.